Kim Jong-un à Pékin, le convoi de 10 milliards de dollars et le pouvoir absolu. Lorsque Kim Jong-un est arrivé à Pékin à bord de son train militaire d'une valeur de 10 milliards de dollars, même Vladimir Poutine, un homme entouré de pouvoir et d'influence, aurait été frappé par le silence. Des trains blindés ornés d'or au convoi qui ressemblaient plus à des forteresses mobiles qu'à de simples cortèges officiels, cette visite n'était pas une simple cérémonie protocolaire. C'était un message clair. Il fallait rester attentif jusqu'au bout, car ce qui se déroulait à l'intérieur de cette forteresse mobile révélait comment la crainte et l'opulence façonnent désormais l'empire de Kim. La scène a laissé Poutine stupéfait. Le 2 septembre 2025, Pékin a été témoin d'un spectacle sans précédent dans la diplomatie moderne. L'arrivée du train blindé de Kim Jong-un dans la capitale chinoise n'était pas une visite d'État ordinaire. C'était une déclaration gravée dans l'acier et l'or. La visite était protégée par un convoi militaire de plusieurs milliards, déployé sur des kilomètres de route et dans l'espace aérien. Des dizaines d'avions de chasse ont survolé la ville tandis que des véhicules blindés et des transporteurs de missiles se plaçaient avec une précision impeccable dans les rues. La coordination était telle que la circulation dans le centre de Pékin a été interrompue pendant près d'une heure, transformant la capitale la plus animée du monde en une scène silencieuse pour un seul homme. Même les dirigeants expérimentés ont été surpris. Vladimir Poutine, présent à Pékin pour des négociations régionales, aurait été impressionné par l'ampleur de cette opération. Des témoins proches de la délégation russe ont décrit sa réaction comme un moment rare de silence et de réflexion. Le leader russe lui-même, habitué aux démonstrations somptueuses de l'État, aurait qualifié cette mise en scène de « au-delà de la logique militaire ». Une remarque s'est rapidement répandue dans les cercles diplomatiques. Il ne s'agissait pas seulement d'une mise en scène. C'était une démonstration de force dissimulée sous un voile de grandeur. Kim Jong-un n'était pas venu pour négocier. Il était là pour rappeler au monde que l'isolement ne signifie pas insignifiance. La somme estimée de 10 milliards de dollars investie dans cette mise en scène ne servait pas uniquement à impressionner. Chaque véhicule, chaque machine portait un message. Les divisions motorisées accompagnant son train étaient équipées de systèmes d'artillerie récemment modernisés. Les avions de chasse survolant la capitale affichaient les signes de leur modernisation récente. Un signal visuel destiné autant aux alliés qu'aux adversaires. Même le cortège de sécurité rapproché comprenait des Mercedes Maybach importées, chacune valant près de 1,8 million de dollars, équipées de systèmes de protection développés en Corée du Nord. Pour la Chine, cet événement représentait un véritable défi logistique, déguisé sous les apparences d'une coopération officielle. Des districts entiers ont été bouclés, les télécommunications restreintes et les médias étrangers surveillés. Cependant, pour Kim, ces désagréments constituaient précisément l'objectif. Chaque flash d'appareil photo, chaque salutation synchronisée renforçait l'image d'un leader qui ne se déplace pas seul, mais accompagné d'une armée. À ce moment-là, Pékin n'accueillait pas simplement un visiteur. La ville devenait le support d'un message. La présence de Kim transformait la diplomatie en scène et le pouvoir en spectacle. Le monde n'était pas témoin du leader d'un pays isolé, mais du chef d'une symphonie colossale de peur et d'opulence. Réfléchissez au pouvoir en mouvement, si vous croyez qu'aucun leader ne manie la grandeur ostentatoire comme Kim Jong-un. Une forteresse sur rail, un palais en déplacement. Le train blindé de Kim Jong-un n'est pas un simple moyen de transport. C'est un royaume sur rail. Officiellement, il est décrit comme un centre de commandement mobile, mais les initiés le surnomment la forteresse la plus lente du monde. Se déplaçant prudemment à travers la Chine à une vitesse de 37 miles par heure, le convoi de 20 wagons progresse avec une précision mécanique. Chaque segment a une fonction spécifique. Un wagon pour les communications et le brouillage, un autre pour le commandement militaire, un autre encore pour les repas de luxe et plusieurs autres pour le sommeil et le personnel de sécurité. La couche d'acier renforcée et les vitres pare-balles le rendent quasiment invulnérable aux instruments modernes, tandis qu'un train leurre, identique en couleur et en structure, avance parallèlement sur plusieurs kilomètres pour masquer la position exacte du wagon transportant le leader. À l'intérieur, le contraste entre le luxe et la sécurité extrême est stupéfiant. Chaque wagon est recouvert de feuilles d'or et de cuir italien importé. La salle de réunion principale est équipée d'un système de communication crypté d'une valeur de 1,2 million de dollars, permettant une coordination en temps réel avec le quartier général militaire de Pyongyang. Le wagon-restaurant ressemble à un établissement 5 étoiles avec des chefs venus de l'académie culinaire de prestige de Corée du Nord, servant homards frais, bœuf wagyu et vin de Bordeaux à 3 000 $ la bouteille. Le bureau personnel de Kim, situé dans le 3e wagon, contient des ordinateurs portables gravés sur mesure avec des claviers en or, des outils à la fois symboliques et fonctionnels conçus pour un dirigeant opérant depuis le mouvement. Les couches de sécurité entourant le train sont aussi complexes que le
Véhicule lui-même. À chaque poste frontière, des unités radars, des systèmes anti-drones et des hélicoptères militaires surveillant l'espace aérien. Les voies ferrées sont sécurisées plusieurs heures à l'avance avec des gardes armés postés tous les 800 mètres. Les signaux de communication proches du trajet sont brouillés pour empêcher toute surveillance ou interférence. Même le système de filtration de l'air du train est conçu pour résister à des attaques chimiques ou biologiques, reflétant la crainte de Kim que le danger puisse se déplacer de manière invisible. Au-delà de sa fonction, le train agit comme un théâtre, un symbole vivant de durabilité et de pouvoir. Il illustre l'image d'un dirigeant libre de toute contrainte géographique, capable de gouverner en mouvement, de dîner comme un monarque entouré de blindages et de négocier depuis l'arrière de vitres isolantes. Chaque grondement métallique résonne comme un message adressé au monde entier. Luxe et contrôle ne sont pas des extrêmes opposés, ce sont des instruments de gouvernement. Et alors qu'il progresse lentement mais avec prudence vers Pékin, le rythme du train ressemble moins à un simple voyage qu'à une chorégraphie, une performance où chaque kilomètre renforce l'image d'un leader à la fois inviolable et omniprésent. Sur cette scène impériale, l'ascension de Kim Ju se dessine. Parmi les convois blindés et les salutations minutieusement orchestrées, une présence silencieuse attire plus l'attention que n'importe quel général du cortège. Sa fille, Kim Ju. Sa présence à Pékin n'est pas fortuite. Elle est mise en scène avec la précision d'un message politique déguisé sous l'apparence de l'accompagnement familial. Lorsque Kim Ju descend du train aux côtés de son père, les caméras capturent une image qui se diffusera bien au-delà des sommets montagneux. Une jeune fille se tient à l'ombre du régime le plus secret de la planète. Encadrée à la fois comme symbole et comme présence tangible, Kim Ju, âgée d'environ 11 ans selon les estimations, porte un manteau bleu marine orné de boutons en argent et des chaussures à motifs, créées par un designer sud-coréen de luxe et introduites via des canaux diplomatiques évalués à plus de 3000 $ la paire. Rien que sa tenue traduit une intention claire. Les médias d'État nord-coréens la décrivent ensuite comme « l'avenir radieux de la République », une expression jamais employée pour aucun des enfants de Kim auparavant. En quelques heures seulement, cette diffusion est reprise à travers la Chine, la Russie et plusieurs chaînes asiatiques. Son image devient le symbole de la prochaine ère du régime Kim. Derrière cette apparition minutieusement orchestrée se cache une stratégie bien plus vaste. Les analystes du renseignement soulignent que la décision de Kim Jong-un de se présenter avec Kim Ju marque la première fois où il associe l'image dynastique de sa famille à la diplomatie internationale, transformant une visite d'État en répétition pour le futur héritage du pouvoir. Ce geste reflète la tradition monarchique du régime, mais avec une touche moderne. La scène du pouvoir est ainsi jouée en direct à la télévision. Chaque geste est soigneusement calculé. La façon dont elle se tient à une demi-pas derrière lui, son sourire lorsqu'il salue les officiels chinois, son regard attentif sur les défilés comme pour mémoriser chaque sensation d'un futur dirigeant. Dans les cercles diplomatiques, les spéculations vont bon train. Les cérémonies d'accueil à Pékin auraient été finement adaptées pour Kim Ju. Une salle privée au Guest House national d'Aoluktai a été décorée avec des meubles en ivoire et une bannière en soie gravée de caractères chinois, signifiant continuité et prospérité. Le coût estimé de cette préparation dépasse les 200 000 $, renforçant l'idée que sa présence n'était pas seulement symbolique. C'était un message institutionnel. À la fin de la visite, Kim Ju apparaît dans davantage de photos officielles que n'importe quel ministre nord-coréen. Ses gestes, calmes et répétés, paraissent presque royaux aux yeux des observateurs étrangers. Il est évident que Kim Jong-un n'est pas venu à Pékin simplement pour consolider des alliances. Il présente au monde son successeur choisi. Dans un régime bâti sur le secret, la plus grande révélation ne vient pas des politiques, mais de la succession, qui s'impose silencieusement sur le devant de la scène. Boucliers invisibles, dispositifs de défense biologique et contrôle rigoureux. Partout où Kim Jong-un passe, une armée silencieuse le suit. Cette force ne porte pas d'armes, mais gants, filtres et scanners ultraviolets. Elle forme une unité de protection biologique dont la mission est unique. S'assurer qu'aucune trace, aucune empreinte, aucun cheveu, aucune goutte de sueur ne subsiste après le passage du leader. Dès que Kim quitte une pièce, une opération commence, ressemblant plus à une scène de laboratoire de haute sécurité qu'à un nettoyage diplomatique. En quelques secondes à peine, des dizaines de techniciens en combinaison de protection ont scellé l'espace, installé des tentes de filtration mobile et lancé un processus coûtant plus de 5 000 $ par minute. Les tables étaient pulvérisées avec des composés désinfectants importés,
utilisés par les équipes médico-légales et toutes les surfaces étaient passées au crible grâce à des analyseurs portables UV capables de détecter les résidus organiques au niveau microscopique. Les verres, les baguettes et même les filtres de cigarettes étaient scellés dans des conteneurs en titane et transportés par avion jusqu'à Pyongyang pour une destruction contrôlée. Un ancien assistant aurait déclaré « L'objectif n'est pas l'hygiène, mais le secret ». Toute trace biologique de Kim, de la salive aux cellules de peau, est considérée comme un actif de sécurité nationale. Cette obsession reflète à la fois la peur et le contrôle. Les analystes du renseignement estiment que Kim craignait que des agences étrangères puissent extraire son ADN à partir des matériaux éliminés révélant des informations sur sa santé ou sa lignée familiale. Les équipements du groupe de protection biologique, pour la plupart importés sous couvert civil de fournisseurs médicaux européens, comprenaient des scanners génétiques portables d'une valeur supérieure à 2 millions de dollars. Ils n'étaient pas destinés à la recherche scientifique, mais à vérifier l'absence totale de traces de matériel génétique. Même les filtres d'air étaient remplacés après chaque événement, emballés dans des conteneurs scellés et traités dans des installations tenues secrètes. Lors de la visite à Pékin en 2025, des témoins ont décrit que, quelques minutes après la fermeture des portes du train, un convoi de camions sans plaques est arrivé sur le site de la réunion. À l'intérieur, des techniciens nord-coréens, escortés par les agents de sécurité chinois, supervisaient la désinfection complète de la salle de réunion. Cette procédure dure près de 40 minutes et retarde l'arrivée de la délégation suivante, provoquant des murmures parmi les fonctionnaires sur le rituel de l'invisible. Pour les observateurs extérieurs, cela peut sembler excessif. Pour Kim, c'est un rituel ordinaire. Cependant, l'histoire va bien au-delà de la simple protection. Ce rite de purification ne protège pas seulement un dirigeant, il façonne tout un régime. Il transforme la peur en processus, la vie privée en performance et le pouvoir en quelque chose d'inaccessible même au niveau moléculaire. Ce château invisible incarne la logique extrême du contrôle. Ici, l'excès n'est pas un caprice, mais une question de survie. Au cœur de cette mécanique se trouve le commandement de la Garde suprême, une force de près de 100 000 soldats entraînés pour protéger non seulement un homme, mais aussi la légende qui l'entoure. Leur mission dépasse la sécurité ordinaire. Ils orchestrent un écosystème de loyauté, de surveillance et de mise en scène où la précision rime avec dévouement. Le moindre doute peut coûter la carrière, voire davantage. Chaque agent est sélectionné après des années de vérification, retraçant la lignée familiale sur 3 générations, garantissant l'absence de tout antécédent politique ou de sympathie envers l'étranger. Ceux qui réussissent obtiennent des privilèges inconnus du citoyen nord-coréen moyen. Ils vivent dans des résidences protégées en périphérie de Pyongyang, équipés de salles de sport, d'appareils électroniques importés et d'allocations mensuelles supérieures au salaire national. Même leurs uniformes sont des symboles de statut, des tenues tactiques sur mesure, renforcées avec du Kevlar, évaluées à 25 000 $ chacune, incarnant un système hiérarchique déguisé sous l'apparence de la fonctionnalité. Les armes sont attribuées individuellement, souvent importées sous de fausses déclarations, incluant du matériel optique fabriqué en Suisse, des pistolets russes améliorés et des systèmes de communication cryptés développés en coopération avec des fournisseurs de défense chinois. Mais l'aspect le plus fascinant de ce commandement n'est pas la taille ni l'équipement, c'est la chorégraphie. Chaque apparition publique de Kim est minutieusement orchestrée, jusqu'au moindre pas de chaque garde. Le cercle extérieur se fond dans la foule, tandis que les cercles intérieurs forment un mur vivant qui se déplace en parfaite synchronisation avec ses gestes. Lorsqu'il avance, 50 hommes pivotent simultanément, formant un anneau en losange qui s'adapte à chaque virage ou salutation. Cette formation ressemble plus à un rituel qu'à un simple exercice de sécurité. Un symbole mobile de pouvoir affiné sur plusieurs décennies. À l'intérieur des bâtiments gouvernementaux, la Garde suprême contrôle tous les couloirs. Les équipes de surveillance suivent les généraux, les ministres et même les visiteurs étrangers. La loyauté est renforcée par des cadeaux luxueux, montres importées, voitures et même des appartements dépassant 300 000 $. Tout cela rappelle aux gardes que leurs privilèges ne persistent que s'ils restent bien proches du leader. Un déserteur a décrit ce système comme une cage dorée, belle à l'intérieur, dangereuse à l'extérieur. Lors du sommet de Pékin en 2025, cette unité opérait avec la précision d'un champ de bataille. Chaque geste, chaque salut et chaque regard étaient répétés pour créer l'illusion d'une unité absolue. Pourtant, sous cette discipline rigoureuse se cache une réalité plus sombre. Leur objectif n'est pas seulement de protéger Kim contre ses ennemis, mais aussi contre son propre empire. Un dirigeant protégé par la peur qu'il a lui-même engendrée. L'empire souterrain s'étend sous la surface. Caché sous les montagnes de Pyongyang et le long de la côte est accidenté,
se trouve un royaume invisible, l'empire souterrain de Kim Jong-un. Alors que l'extérieur de la Corée du Nord projette une image de rigueur et de discipline militaire, ce monde souterrain raconte une histoire bien différente. Un monde conçu pour le confort, la survie et le contrôle absolu. Ces bunkers ne sont pas des vestiges de la guerre froide. Ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux conçus pour permettre à Kim Jong-un et à son élite de survivre pendant des mois, même après un conflit nucléaire. Les analystes satellitaires ont identifié au moins 12 complexes majeurs, chacun relié par des chemins de fer secrets et des tunnels de plusieurs kilomètres. Les entrées sont déguisées en entrepôts ou centrales électriques. Mais derrière elles se cachent de vastes salles aménagées comme des hôtels royaux. Sols en marbre italien importé, lustres en cristal français et tableaux à l'huile européens décorent des espaces à la fois résidentiels et de commandement. L'un des plus grands sites, situé au pied du mont Moyang, aurait coûté plus de 250 millions de dollars, incluant des chambres climatisées, un cinéma et une salle souterraine pouvant accueillir 500 personnes. Chaque installation est conçue pour offrir le luxe tout en répondant aux besoins essentiels. Les systèmes de ventilation fournissent de l'air pur selon les normes SPA grâce à des filtres ionisés, tandis que des jardins hydroponiques produisent des légumes frais en totale autonomie. Une salle souterraine serait équipée d'une piscine intérieure recouverte de mosaïques dorées estimée à 10 millions de dollars, accompagnée d'un complexe de sauna rivalisant avec les stations de luxe de Dubaï. Ce ne sont pas seulement des refuges, ce sont des palais de résilience où confort et pouvoir se fondent en un seul espace. L'accès à ces installations est strictement hiérarchisé. Seuls les membres de haut rang du comité central du Parti du Travail et du commandement de la Garde suprême connaissent les coordonnées complètes. Chaque responsable dispose d'un ascenseur codé, empêchant quiconque de connaître la configuration complète. Les fournitures, vins importés, lins de haute qualité et équipements médicaux sont renouvelés tous les 3 mois via des chaînes logistiques codées opérées par les services postaux d'État. Même les réserves alimentaires comprennent des chambres à pression hermétiquement scellées pour protéger contre toute contamination chimique. Pour Kim, ces forteresses souterraines ne sont pas seulement des mesures de sécurité. Elles sont un symbole, elles représentent la pérennité. Une dynastie construite pour survivre à la guerre, aux sanctions et au temps lui-même. Pourtant, dans ce silence, elles révèlent une contradiction. Plus ces murs protecteurs sont élevés, plus son isolement est profond, alors que des millions de Nord-Coréens survivent dans la rareté à la surface. Le véritable royaume du Nord vit en silence sous terre, enseveli sous des couches de peur, de luxe et de contrôle. La diplomatie se déroule sous confinement, là où la sécurité devient isolement. Pour la plupart des dirigeants mondiaux, la diplomatie commence par une poignée de main. Pour Kim Jong-un, elle commence par une neutralisation méticuleuse de tout risque. Chaque réunion internationale à laquelle il participe se déroule comme une expérience contrôlée, réglée par des règles brouillant la frontière entre protocole de sécurité et mise en scène. Psychologique. Lorsqu'il se rend à Pékin pour le sommet de 2025, la préparation d'une simple poignée de main entre délégations prend près de 8 heures. La salle choisie pour la rencontre est entièrement préparée. Moquettes retirées, murs repeints avec des produits désinfectants et installation de systèmes de filtration d'air d'une valeur de plus de 400 000 dollars. Même le mobilier est renouvelé quelques jours avant l'arrivée, transporté depuis Pyongyang après un traitement chimique complet. Quelques minutes avant que Kim n'entre, des techniciens en combinaison de protection effectuent un dernier balayage, polissent les tables, scellent les fenêtres et vaporisent de fines brumes neutralisantes dans l'air. Derrière les caméras, les officiels chinois observent, à moitié curieux, à moitié intrigués. La poignée de main elle-même dure moins de 10 secondes. Pourtant, c'est la salutation la plus coûteuse de l'année. Chaque seconde résulte de multiples couches de vigilance, de contrôle biométrique, de 2 sas atmosphériques et d'un ordre final émis par la sécurité interne de Kim, appelé phase 0, moment où tout élément extérieur est considéré comme hostile jusqu'à preuve du contraire. Cette chorégraphie excessive transforme la diplomatie en spectacle. Les analystes décrivent les rencontres de Kim comme une mise en scène de séparation où même les alliés sont maintenus à distance, littéralement et politiquement. Lors de la réunion à Pékin, une vidéo fuitée montre des techniciens en train de nettoyer longuement la salle après son départ, récupérant gobelets jetables, gants et même serviettes pour un traitement contrôlé. La vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, visionnée plus de 30 millions de fois en moins de 24 heures. Ce qui était présenté comme une preuve de discipline est devenu un symbole de l'isolement, un aperçu frappant de la manière dont la peur s'est profondément enracinée dans le gouvernement de Pyongyang. Derrière la perfection de ces rencontres se cache une ironie. Les mesures de protection censées le protéger sont également celles qui l'emprisonnent. Chaque salle diplomatique devient une zone de quarantaine,
Chaque conversation, une évaluation de risque. Dans la quête du contrôle absolu, l'imprévu, essence même de la diplomatie, disparaît. Alors que les dirigeants mondiaux orientent leurs alliances par le dialogue et l'imprévisibilité, Kim Jong-un guide les siennes avec une précision presque inhumaine. Le résultat est paradoxal. Un souverain possédant un pouvoir absolu mais qui négocie derrière des vitres invisibles, prisonnier des limites de sa propre sécurité. L'économie de la peur révèle le véritable coût du contrôle. La gestion du dispositif de sécurité nord-coréen est l'une des opérations les plus coûteuses au monde, existant presque exclusivement pour protéger un seul homme. Les analystes estiment que des millions de dollars sont dépensés chaque jour pour maintenir les différentes couches de protection autour de Kim Jong-un. Des convois blindés aux unités de défense biologique, le coût annuel de ce réseau dépasse celui du budget militaire de pays plus petits comme le Laos ou la Mongolie. Cependant, pour l'élite nord-coréenne, ces dépenses sont intouchables. Un budget sacré, conçu pour préserver le pouvoir plutôt que la prospérité. À l'intérieur du régime, l'argent ne circule pas à travers les ministères, mais par des canaux de loyauté. Chaque branche du commandement de la garde suprême, du transport aux communications, reçoit un financement direct du comité central. Le système de surveillance importé d'Europe, les véhicules blindés de luxe en provenance d'Allemagne et les liaisons satellitaires cryptées fournies par des fournisseurs chinois portent le coût annuel total à plus de 3 milliards de dollars. Un chiffre stupéfiant dans un pays où les hôpitaux manquent même de médicaments anesthésiants de base et où les coupures d'électricité sont quotidiennes. Lors de la visite à Pékin en 2025, le convoi blindé d'une valeur de 10 milliards de dollars qui a stupéfié Vladimir Poutine est devenu le symbole de cette contradiction. Les détails dorés et l'escorte parfaitement coordonnée à bord du train ne sont pas seulement des démonstrations de faste. Ils représentent des investissements dans la gestion de l'image. Chaque dollar dépensé pour ces spectacles est un dollar détourné des citoyens qui ne les verront jamais. Le gouvernement appelle cela un coût stratégique de sécurité. Les économistes y voient la démonstration la plus coûteuse de la peur jamais orchestrée. Pourtant, ce déséquilibre façonne la gouvernance de Kim Jong-un. Un régime où l'illusion de puissance détruit la base même sur laquelle il est construit. Le pouvoir, dans ce contexte, ne se mesure plus par l'influence, mais par l'isolement. Un dirigeant peut-il réellement dépenser autant pour contenir le monde entier? Commentez le pouvoir ou la paranoïa. Si vous pensez que la frontière entre les deux n'existe plus, le convoi de 10 milliards de dollars de Kim Jong-un n'est pas seulement une parade de puissance. C'est un miroir reflétant un pouvoir construit sur l'obsession, la peur et le gaspillage. Le monde entier observe et même Poutine en prend note. Derrière chaque carrosse dorée et chaque garde blindée se cache une histoire de contrôle déguisée en confiance. Si vous aimez découvrir les secrets derrière ces scènes spectaculaires, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre d'autres histoires similaires. Car dans la partie 2, nous explorerons comment le monde souterrain secret de Kim redéfinit le véritable pouvoir absolu.